Ok, donc on en était arrivé à la page 46. À la page 46. Exactement, super. Et on était rentré sur les Sautrantika, les Sautrantika qui suivent le raisonnement. C'est quoi la définition d'un Sautrantika qui suit le raisonnement? C'est pour ceux qui ont étudié les écoles. Qui Voilà. suit le raisonnement, ben, c'est le sauton. Oui, c'est. Un Sautrantika qui suit le raisonnement. Est-ce que c'est un tenant d'une école, de quelle école? Véhicule fondamental? Voilà, exactement. No, Mayana. Ouais. Ouais, véhicule fondamental, anciennement Hinayana en effet, ou véhicule de libération individuelle, comme vous voulez. Et donc ils acceptent, eux, ils acceptent l'autocognition, contrairement au Vedashika. Ben oui. Et ils acceptent aussi donc les phénomènes extérieurs, exactement comme les Vedashika aussi. Donc en fait, d'un certain point de vue, on pourrait dire que qu'est-ce qui différencie un Vedashika d'un Sutrantika? L'autocognition. 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 Parce que tout le reste, c'est semblable. On a vu dans la définition d'un Vaibhashika qui considère qu'il n'y a pas d'autocognition et que les phénomènes extérieurs existent véritablement. C'est ça qu'on avait vu dans la définition donnée par Lama Tsumpa. Mais les Sautrantika, ils acceptent aussi que les phénomènes extérieurs existent véritablement d'un certain point de vue. Ouais. Et donc, ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'ils acceptent l'autocognition ou pas. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment distingué les Sautrantika qui suivent les Écritures et ceux qui suivent le raisonnement. Donc, c'est vrai que là-dessus, on pourrait raffiner cette définition donnée par Lama Tsumpa, qui est donnée d'une manière générale. On pourrait raffiner et dire, par exemple, les Authentica qui suivent le raisonnement acceptent l'autocognition, acceptent les phénomènes extérieurs et considèrent que les impermanents sont des vérités ultimes, par exemple. Oui. Ça. Mais on va le voir aujourd'hui, justement, dans ce chapitre-là. Très bien. Donc on avait commencé à avoir Artakriya. Artakriya, c'est très important pour les Sautrantika. Donc quand on dit ici, pendant cette session et les prochaines, quand on dira Sautrantika, ça sous-entendra Sautrantika qui suivent le raisonnement. Hein, c'est les Sautrantika décrits un petit peu par Acharya Dharmakirti. Donc pour eux, Artakriya, c'est la marque du réel. Donc on est à peu près dans le milieu du second paragraphe de la page 46. Ce qui est capable de produire un effet, c'est la marque du réel. C'est ce qui est du solide, du concret en fait. C'est-à-dire que dans cette vue, ce qui est réel est ce qui est capable de faire quelque chose, ce qui est fonctionnel, capable de produire un effet. C'est la marque pour un phénomène d'être une chose. Mais ici, chose n'a pas d'autre signification que chose réelle ou objet réel. Parce que vous vous souvenez, qu'est-ce que ça veut dire pour les Vaibhashika, chose? Produit. Une chose. D'opérer une fonction. C'est Capable vérité ultime? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Produit. Produit, en effet, ça on est d'accord, capable d'opérer une fonction, mais voilà, pareil que pour les Authentica pour l'instant. Mais il y a une nuance supplémentaire pour les Vaibhashika. c'est les causes d'une conscience non erronée. Alors ça, c'est pour les Authentica, ouais. Cause d'une conscience non erronée, c'est pour les Authentica, en effet. C'est des vérités ultimes, c'est-à-dire qu'ils sont composés des instants de conscience et des particules insécables. Alors si c'est composé par des instants de conscience et des particules assécables, on va dire que ça va être des vérités conventionnelles. Oui, mais qui sont composés par les vérités Ouais. ultimes. Ils sont composés par des vérités ultimes. Donc souvenez-vous que pour les Vaibhashika, il y a des choses permanentes et des choses impermanentes. Pourquoi? Parce que pour eux, tout ce qui existe est une chose. Tout ce qui existe est capable d'opérer une fonction. Tout ce qui existe est établi substantiellement. Vous vous souvenez? Oui. Donc c'est ça la différence. Chez les Vaibhashika, dès que ça existe, c'est une chose. C'est établi substantiellement, c'est capable d'opérer une fonction. Même si c'est permanent. Même si c'est permanent. Donc comme le dit, je crois que c'est Könchōji Mewampo dans sa guirlande des vues philosophiques, il dit que pour les Vaibhashika, il y a des choses permanentes et des choses impermanentes. Donc, ça veut dire que parce que tout simplement, chose égale existant. Ouais. Et donc ça, bien sûr, ce sera réfuté par toutes les écoles à partir des Sutrantika. Dès l'instant où c'est impermanent, c'est capable d'opérer une fonction. Mais si c'est permanent, c'est nécessairement pas capable d'opérer une fonction. Ouais.
Ouais. Si c'est permanent, c'est nécessairement pas capable d'opérer une fonction. Ça ne peut pas opérer de fonction. Ça peut pas être une cause. Exactement, ça peut pas être une cause, ça peut pas être un effet, etc. Tout à fait. Ok. Ouais, ça vous parle? Mm. Génial. Oui. Donc ici, donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que chez les Vaibhashika, chose égale existant, donc ça englobe toute la généralité existant, alors que pour toutes les autres écoles, à partir des Sautrantika, chose égale une partie seulement des existants, uniquement les impermanents. Ouais, Mm. très bien, super. Ok, donc un objet réellement existant est quelque chose qui a la capacité de produire un effet. C'est un phénomène qui fait partie du domaine de la causalité. Donc ici, on est chez les Sautrantika, bien sûr. Ce sont également ces phénomènes réels qui sont vérité ultime. Ces phénomènes capables de produire un effet qui ont une fonction appartiennent au domaine de la vérité ultime. Et donc ça, Christine Bourdon l'a dit, pourquoi est-ce que c'est des vérités ultimes? Ces impermanents chez les Sautrantika? Parce que c'est une chose produite capable d'opérer une fonction. Oui. Et pas n'importe quelle fonction. Une cause d'une conscience non erronée. Exactement, tout à fait. C'est l'objet apparent d'une conscience ultime. Une conscience ultime, une conscience non erronée. Vous vous souvenez la définition d'une perception directe, c'est quoi? On va y revenir dans ce chapitre. C'est une conscience non erronée et libre de conceptualisation. Exactement. Elle est libre de conceptualisation, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Et donc non erronée, ça veut dire quoi? Qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. C'est ça que ça veut dire non erroné. Ouais, super. Ça va toujours? Ok, on va continuer. Ok, pourquoi la capacité de produire un effet est-elle la marque du réel dans le dernier paragraphe? Vous vous souvenez que pour les Vaibhashikas, il n'en allait pas de même. La marque du réel pour les Vaibhashikas, c'est simplement pour un phénomène la possibilité d'être conçu clairement ou perçu. C'est-à-dire que les Vaibhashikas font pas trop la différence entre conception et perception. Dès l'instant où ça existe, dès l'instant où c'est conçu, dès l'instant où c'est perçu, que ce soit un phénomène imputé ou un phénomène substantiel, c'est de toute façon la marque du réel. Ça existe réellement. Donc il ne faut pas trop la différence entre existant et sous-existant d'un certain point de vue. Tout ce qui existe existe réellement. Les Vaibhashikas ne font pas une claire différence entre la conception et la perception. Ouais. Exactement. Pour eux, ce qui se conçoit clairement est ce qui existe, et ce qui existe est donc réel. Donc pour cette école, la marque du réel n'est pas la capacité de produire un effet, la capacité causale, mais c'est simplement le fait d'être conçu clairement et correctement en tant qu'élément simple. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi donc les Sautrantika ont-ils une autre vue? C'est que pour eux, n'est réel que ce qui existe en propre, ce qui a une façon particulière d'exister. Pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, ce micro, donc qu'il a devant lui, est réel parce qu'il a la capacité d'exister de façon particulière. C'est un phénomène spécifiquement caractérisé, ce micro. Comparez cela à un concept. Donc c'est là où on va voir cette différence fondamentale, ces deux univers de la perception et de la conception, des phénomènes impermanents et des phénomènes permanents. Donc comparez cela à un concept. Un concept, c'est quoi? C'est une généralité de sens. Une généralité de sens, c'est ce que vous allez justement apprendre dans l'ORIC au mois de septembre. Une généralité de sens, c'est l'image mentale, la représentation mentale d'un objet. Et donc c'est considéré comme un phénomène généralement caractérisé. On va voir tout ça aujourd'hui. Ce concept de bonté n'existe pas de façon particulière. Il n'est ni ici, ni là. Il n'a pas de position temporelle, pas de position spatiale, ni de nature qu'on peut clairement séparer des autres choses. Donc, puisque ce concept ne possède pas de telles caractéristiques, il n'est pas réel. C'est-à-dire que pour les Sautrantika, pour que quelque chose soit réel, il faut que ça puisse être mesuré dans un endroit, dans un espace-temps spécifique, avec une nature spécifique. Donc ça, c'est très important. Ce qui a une nature générale, qui ne peut pas être localisé dans l'espace-temps, à ce moment-là, c'est un sous-existant. C'est un phénomène généralement caractérisé, c'est un phénomène permanent. Alors que les impermanents doivent nécessairement être localisés quelque part, en un temps donné, avec une nature particulière.
Ça, c'est très important pour eux. Donc, puisque ce concept ne possède pas de telles caractéristiques, il n'est pas réel, c'est une fiction utile, parce que bien sûr, les concepts ne sont pas, comment dire, écartés d'un revers de main par Acharya Dharmakirti, puisque lui-même, c'est le roi des logiciens. Et donc, la logique, ça emploie nécessairement les concepts. Il a établi ses traités d'épistémologie et de logique, Nyaya Bindu, etc., les gouttes de raisonnement. Dans le Pramanavartika, c'est pareil, il donne les raisons valides de nature, de non-observation et des faits. Et donc, si on emploie des raisons valides, c'est qu'on emploie les concepts. Donc, les concepts sont des fictions utiles, comme le dit Geshe Dreyfus là. La marque du réel est d'avoir une nature propre, une nature qui puisse être spécifique. C'est pour cela que les Sautrantika identifient le réel à ce qui est efficace au plan de la causalité. Parce qu'ils sont très pragmatiques en fait. Ce ne sont que les choses qui ont une nature propre qui sont efficaces au plan de la causalité et vice-versa. C'est cela l'idée de base. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Salut Rachel. Bonjour. On en est en haut de la page 47. Donc on est en train de voir la suite de ce qu'on voyait l'autre jour, les impermanents et les permanents. Les impermanents sont des phénomènes spécifiquement caractérisés, ils peuvent être localisés spatio-temporellement et du point de vue de leur nature, alors que les phénomènes généralement caractérisés n'ont pas de nature spécifique. Et donc là, on en est au deuxième paragraphe, il dit ce micro a une position propre dans l'espace. C'est-à-dire qu'on peut mettre aucun autre micro à la place de ce micro. On peut mettre aucune autre table à la place d'une table. Il a une position qui est clairement identifiable. Et il a également une position dans le temps. Ça veut dire que ce qui se passe pour ce micro, ça ne change rien pour d'autres micros. C'est-à-dire qu'il est produit à un certain moment et disparaît à un autre. De même, ce micro a une nature propre. Il est bien différent de l'autre micro, d'autres choses comme le vase, la table, l'eau, la conscience, etc. C'est-à-dire qu'il a vraiment sa nature à lui qu'il ne partage pas du tout. Non, c'est pour ça d'ailleurs que dans les bases établies, quand on étudie les débats, etc., dans les bases établies, il y a la définition d'un phénomène qui est ce qui détient sa propre entité. Il détient sa nature propre, en fait, qu'il ne partage avec aucun autre phénomène. C'est de ça qu'il s'agit quand on dit Rangi ou Zimba, ce qui détient sa propre entité. Et donc, c'est pour ces trois raisons qu'on dit que le micro a une nature bien distincte. C'est une des autres marques du réel pour les Sautrantika, donc les Sautrantika qui suivent le raisonnement, le fait d'avoir une nature distincte. En tibétain, on dit nature distincte. Ranshin Majepa. Ranshin Majepa. Ou Ngowo Majepa, c'est pareil. Et cela se fait de trois points de vue. Yul Majepa. Après, c'est du Majepa. Il n'y a pas de L à du Majepa. Si on dit Dul Majepa, ça veut dire qu'il ne partage pas ses atomes. Donc là, c'est du, le temps. Du Majepa. Et le dernier, c'est Ngowo Majepa. Ngowo. N-G-O-W-O. Ngowo Majepa. Donc, Yul Majepa, c'est le fait que les objets occupent une position bien définie dans l'espace. Yul, ça veut dire la localisation, l'espace, dans certains cas. Ça peut vouloir dire autre chose, mais là, ça veut dire l'espace, la localisation spatiale, l'endroit. Ensuite, du Majepa, sans le L, toujours, du Majepa, c'est qu'ils occupent une position bien définie dans le temps. Du, c'est le temps. Et Ngo Majepa, c'est qu'ils ont une forme bien définie, une forme qui leur est propre, une forme distincte. Alors on pourrait débattre là-dessus. On va essayer de débattre. Si on dit que tout ce qui est impermanent est un phénomène spécifiquement caractérisé spécifiquement selon ces trois modes, et que le dernier mode, la nature, c'est la forme, ça veut dire que la conscience n'est pas un phénomène spécifiquement caractérisé, la conscience n'est pas un phénomène impermanent, parce que la conscience n'a pas de forme. Oui. Voilà, vous avez 2 heures. Donc en fait, c'est que là, Geshe Dreyfus a à l'esprit, vous vous souvenez quand on a dit, il y a le non-soi, c'est la généralité la plus vaste. Ouais. Oui. Ensuite, on a les non-existants et les existants. Oui. Au sein des existants, on a permanent et impermanent. Et au sein des impermanents, on en a combien des catégories?
Trois. Trois catégories générales, qui sont Les consciences, les formes. consciences et les phénomènes composés non associés. Ouais. exactement, tout à fait, les formes, dans tout ce qui est matériel pour les Sotrantika, les consciences et les composés non associés, tout ce qui est impermanent, mais qui n'est ni forme ni conscience, comme le temps, la personne, etc. Et donc, ça veut dire que tous ces impermanents-là sont nécessairement des phénomènes spécifiquement caractérisés. Ils sont nécessairement ces entités dont parle Geshe Dreyfus ici, qui ne partagent pas leur localisation, qui ne partagent pas leur entité, qui ne partagent pas leur temps avec d'autres phénomènes. Et donc, si on dit l'entité, c'est de la forme, c'est difficile. Parce que la conscience n'est pas de la forme, et les facteurs composés non associés ne sont pas de la forme non plus. Non. Donc ici, à mon avis, il a à l'idée le fait de parler des formes, uniquement des formes, parmi les phénomènes impermanents. Et là, de ce point de vue-là, en effet, une table a son propre contour, qui est spécifique par rapport à une autre table, etc., etc. Elle n'a pas le même nombre d'atomes qu'une autre table, etc., etc. Même si elles sortent de la même usine, faites par le même artisan, etc., elles ont quand même des distinctions fondamentales. Mais des similitudes aussi, c'est ce qu'on avait vu aussi, des similitudes plus importantes que leurs distinctions, on pourrait dire. Ok, donc là, il parle uniquement de la forme, de ce qui est matériel. Mais si on se pose la question de la conscience, où se trouve la conscience? Est-ce que la conscience, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé, qui est spécifique du point de vue de sa localisation, de sa durée et de son entité? Et donc, où est la localisation de la conscience si elle n'a pas, elle n'a pas de particules matérielles? Elle n'est pas matérielle, la conscience. Elle n'a Non. pas de dimension spatiale. Où se trouve-t-elle? Bon, il n'y en a pas. Indéfini. On ne peut pas le savoir. C'est indéfini, en effet. En fait, ils disent pas ça. Donc, en effet, Christine a raison, mais eux, ils ne le disent pas. Ils vont dire que dès l'instant où c'est spécifiquement caractérisé, ça doit avoir ces trois caractéristiques vraiment euh, inaliénables. C'est obligatoire qu'ils aient ça. Donc, même la conscience. Même la conscience. Donc, où se trouve la conscience? Où se trouve notre conscience, à nous en tant qu'individus discrets? On parle peut-être de... Dans l'union des agrégats. On pourra dire, exactement. Jordan dit une partie des agrégats, dans une partie des agrégats. Et Christine, tu disais quoi? Dans l'union de tous les agrégats. On pourrait dire ça, c'est similaire en fait, en effet. On pourrait dire où se trouve la personne, se trouve sa conscience. Mhm. Oui, et donc où se trouve le corps de la personne, se trouve sa conscience aussi, d'un certain point de vue. Mais après, où dire, c'est très difficile de dire où se trouve la conscience elle-même. On peut dire que du point de vue des tantras, il y a des sièges de la conscience, des sièges différents, les gouttes au sein des chakras, etc. Il y a les gouttes qui sont les sièges particuliers de certains types de conscience. Mais c'est très difficile de dire que la conscience a une localisation spatiale. Ok. Et où se trouve le temps? Parce que le temps, c'est un phénomène impermanent, et donc c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. C'est un composé non associé, c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Et donc s'il n'a pas de forme, où se trouve-t-il? Partout. Partout. Omniprésent. Partout, omniprésent. Donc ça veut dire qu'il n'a pas cette caractéristique spécifique d'une localisation spécifique. Ça veut dire que où se trouve le temps, on va dire par exemple où se trouve l'impermanence. Partout aussi. Et donc elle se trouve partout où se trouve le temps. Donc ça veut dire que le temps et l'impermanence partagent leur localisation. Donc ils ne sont plus des phénomènes spécifiquement caractérisés du point de vue de la localisation. C'est une fiction utile pour eux, le temps? Alors, certains seraient tentés de le dire. Certains seraient tentés de le dire. Si on a une lecture très littérale d'Acharya Dharmakirti, ils vont dire que les généralités sont des phénomènes généralement caractérisés, des fictions utiles. Et en fait, si on regarde Recognizing Reality, on va voir qu'il y a une échelle de valeur ascendante de Dharmakirti. Il va dire qu'au tout départ, ce qui est vraiment réel, c'est un petit peu comme ce que disent les Vaibhashika. Ce qui est vraiment spécifique en termes de localisation, de temps, de durée, etc., de nature. Et donc, il aura tendance à accepter uniquement les particules et les moments infinitésimaux comme étant réels, en fait. Et après, il va être obligé de se dire, oui, d'accord, mais qui perçoit une particule? Ouais. Qui perçoit un instant infinitésimal?
Et donc, on va être obligé d'accepter quelque chose d'un petit peu plus général, un ensemble de particules. Un ensemble de particules, comme une tache de couleur, par exemple, une tache de couleur. C'est un ensemble de particules. C'est un ensemble de particules minimales et suffisant pour qu'on puisse percevoir quelque chose. Sinon, on ne perçoit rien, en fait. C'est comme, par exemple, vous entendez un avion arriver de loin, mais vous ne le voyez toujours pas, il est trop loin pour qu'on puisse le voir. Et à un moment donné, vous fixez le ciel, et à un moment donné, vous commencez à voir un point qui commence à grossir dans le ciel, etc. Et donc, à partir de quand ce point est visible? À partir de quand il cesse d'être invisible? Quand il y a suffisamment de particules matérielles associées à la lumière, bien sûr, puisque c'est la lumière qui permet de voir. Et les particules matérielles, il faut qu'il y en ait suffisamment pour qu'on puisse commencer à voir quelque chose. Et donc là, c'est ce que dit Dan Marchetti. Il ne parle pas des avions, bien sûr, mais qu'il faut un minimum de particules ensemble qui fonctionnent pour engendrer une perception. Et donc, il va accepter des ensembles de particules comme étant des phénomènes réels aussi. Mais c'est déjà plus général qu'une particule. Du bruit, parce que quand on prend l'exemple de l'avion, Ouais. le fait d'entendre le bruit avant de voir quelque chose, Oui. c'est pas réel. Pour le bruit, ça va être pareil. En fait, le bruit, ça va être pareil. Il suffit que... Parce que l'avion, en fait, il peut faire du bruit avant qu'on prête attention. Oui. Et si on prête attention et qu'on entend pas grand-chose, parce qu'il y a d'autres bruits, les chants d'oiseaux, etc., Oui. après, il faut que ce bruit soit suffisamment... en fait, ce bruit, c'est un ensemble de particules matérielles aussi. Ce sont des ondes qui se déplacent. C'est un ensemble de particules matérielles. Donc, il faut qu'il y en ait suffisamment là aussi pour engendrer une conscience auditive. C'est le même principe. Et donc, ils vont dire ça. Ils vont dire qu'au début, ce sont des particules discrètes, séparées les unes des autres, qui sont des vérités ultimes. Le reste, c'est général, donc c'est un phénomène généralement caractérisé, c'est un sous-existant, une fiction utile. Mais ils vont être obligés d'accepter qu'il y a un ensemble de particules, ou un ensemble d'instants infinitésimaux de conscience. Il faut qu'il y ait au moins un ensemble d'instants infinitésimaux de conscience pour percevoir quelque chose. Si c'est un instant infinitésimal, c'est une cognition inattentive. Ouais. Il faut qu'il y ait un continuum, un certain continuum, quelque chose de suffisamment général pour qu'on puisse en prendre conscience. Et donc après, ils vont aller vers des choses un peu plus générales, c'est-à-dire surtout chez les Gelugpa, qui font une interprétation de Acharya Dharmakirti en disant que même une table, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé parce qu'il continue d'être impermanent. C'est un phénomène réel. C'est pas une fiction utile, une table. C'est général, mais c'est réel. Alors que pour les autres, par exemple les Sakyapa, qui vont interpréter Acharya Dharmakirti de manière presque littérale, ils vont dire une table n'est pas réelle, une table est générale. Mhm. Ce n'est pas un phénomène spécifique. Une table, c'est une fiction utile. Ça vous parle, tout ce que je dis? Un petit peu, oui. Ouais. Donc, les Sakyapa vont dire une table, c'est un phénomène conventionnellement capable d'opérer une fonction. Alors que les Gelugpa vont dire une table, c'est un phénomène ultimement capable d'opérer une fonction. C'est une vérité ultime. Si on interprète le Sautrantika à la façon Gelugpa, ils vont dire que tout ce qui est impermanent est une vérité ultime, que ce soit infinitésimal ou qu'il y ait une certaine généralité. C'est-à-dire que les Gelugpa n'associent pas généralité à phénomène généralement caractérisé. Ouais. Alors que les Sakyapa, par exemple, ou les premières lectures d'Acharya Dharmakirti dans les Brahmavatika, etc., ils vont dire que si c'est général, c'est un phénomène généralement caractérisé, c'est une fiction utile. Mhm. Mais si on regarde ces lectures ultérieures de cette école, on verra que même les phénomènes généraux peuvent être impermanents. Et donc, s'ils sont impermanents, ce sont nécessairement des phénomènes manifestes, des objets apparents, des consciences non erronées, des consciences ultimes, et donc c'est des vérités ultimes, que ce soit général ou pas en fait. C'est-à-dire que la table, en effet, elle est générale, mais elle est quand même spécifique. C'est-à-dire qu'elle a sa localisation, elle a sa durée, et elle a sa nature de table. Et donc elle ne partage rien de ça avec d'autres tables, même si elle est générale, parce que c'est quand même un tout, une table. C'est quand même une généralité d'un certain point de vue. Ouais. Vous avez la table d'hier, cette table d'aujourd'hui et cette table de demain. C'est une généralité aussi. Elle a ses instances constitutives.
La table d'hier, la table d'aujourd'hui, la table de demain sont les instances de cette table. Ouais. Donc cette table est aussi une généralité dans le temps. C'est une généralité avec plusieurs instances. Ouais. Vous êtes d'accord? Mhm. C'est une généralité et c'est une instance d'autres généralités. Donc c'est ça qu'on apprend quand on étudie les débats, mais ça, on va pas trop insister là-dessus pour l'instant. On y reviendra. Mais c'est intéressant parce que ça permet de se poser des questions. Se dire, OK, une table, c'est pas un élément unique avec une seule particule, avec un seul moment infinitésimal. Elle existe avec un ensemble immense de particules. Si on devait compter, je ne sais même pas combien il y en aurait, des milliards de particules. Elle existe au cours de milliards d'instants. Donc ça veut dire que c'est un gros bébé. C'est déjà un bon truc bien, bien général. Mais selon l'interprétation Gelupa d'Acharya Dharmakirti, ça reste un phénomène spécifiquement caractérisé selon sa spatio-temporalité, selon sa nature, même si c'est un phénomène général. C'est pas parce que c'est un phénomène général que ça devient un phénomène généralement caractérisé. Ouais, ça reste un phénomène spécifiquement caractérisé. Vous êtes d'accord? Oui. Super, excellent. Donc là, on est déjà dans le croustillant. Là, c'est déjà un peu complexe, mais c'est vachement intéressant. Pour ceux que ça intéresse. Ok. Donc ce micro est réel parce qu'il a une position particulière dans le temps, dans l'espace, parce qu'il a une nature bien définie. Donc c'est ça qu'on a dit, c'est trois caractéristiques spécifiques. Le concept de bonté, ainsi que tout autre concept, n'existe pas de cette façon. Le concept de bonté n'est ni ici ni là. Il n'est nulle part ou partout. Donc pour répondre un peu à cette question du temps et de l'impermanence, en fait, l'impermanence existe là où les phénomènes impermanents existent. Ouais. Parce que l'impermanence, elle n'existe pas comme ça dans l'espace, comme un temps absolu, etc. Elle imprègne nécessairement tous les phénomènes impermanents. Et donc, comme ces phénomènes impermanents eux-mêmes sont des phénomènes spécifiques du point de vue de leur localisation, l'impermanence l'est aussi, en dépendance de ces phénomènes. D'accord. Vraiment, ça fait partie de leur nature. Exactement, c'est leur nature, ça fait partie de leur nature. Et donc, comme l'impermanence ne se trouve pas séparée des phénomènes impermanents, c'est-à-dire qu'ils sont une même entité, eh bien, elle se trouve exactement là où se trouvent les tables, les choses, etc., etc. Donc, c'est pourquoi l'impermanence continue d'être un phénomène spécifiquement caractérisé. On s'approche un petit peu des concepts des Gelupa, petit à petit. Des concepts? Enfin, la manière de voir des Gelupa. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. On n'est pas très dans la causalité, puis après de l'acuité, Ouais. on s'en approche. Exactement, tout à fait. En disant comme ça. Ouais. On est, là, c'est vraiment l'interprétation Gelupa de ces écoles-là. Et en effet, ils sont assez réalistes d'un certain point de vue. Ils vont dire que les généralités, pas les phénomènes généralement caractérisés, mais les généralités imprègnent leurs instances. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas séparées de leurs instances. Alors que pour certaines écoles hindoues, c'est le cas. Une généralité est séparée de ses instances. C'est-à-dire que si imaginons, un cataclysme qui ferait disparaître toutes les tables dans l'univers, on aurait encore la généralité table, puisqu'elle est séparée de ses instances. Alors que nous, la généralité table ne pourrait pas survivre à ces instances. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'aspect dans ces cas-là qu'on a vu avec les Vaibhashika? Parce qu'on a dit que c'était presque comme un souvenir. Alors l'aspect, c'est pas vraiment comme un souvenir, c'est pas vraiment comme une conceptualisation. On peut dire que si on conceptualise la généralité de sens, la représentation mentale, et l'aspect pour une conscience conceptuelle. Donc dans ce cas-là, ça va. Mais pour une perception directe, il y a quand même un aspect, et dans ce cas-là, cet aspect n'est pas une généralité de sens, n'est pas un concept. Donc cet aspect, dans ce cas-là, c'est juste la marque engendrée par l'objet lui-même. C'est-à-dire que la table engendre un aspect à la conscience qui coexiste à la conscience, et on peut dire que la conscience réalise la table au moyen de cet aspect-là. Mais les Vaibhashika, eux, n'acceptent pas l'aspect, par contre. Ils disent que la conscience contacte directement la table, on va dire. Donc, bien sûr qu'on peut dire que la généralité dinosaure existe. La généralité dinosaure existe parce qu'on ne spécifie pas un temps particulier. Par exemple, on peut dire mon arrière-grand-mère existe, en général. Si elle n'existait pas, si c'était un non-existant, je ne serais pas là. Donc ça veut dire que mon arrière-grand-mère, en général, existe. C'est un existant en général. Mais ce n'est pas un existant à mon temps, à moi.
au moment où moi j'existe. Donc c'est là où on spécifie quelque chose. Ouais. Ça vous parle toujours? Ouais. Oui. Très bien. Oui. Génial. Super. Ok. Donc le concept de bonté, ainsi que tout autre concept, n'existe pas de cette façon. Le concept de bonté n'est ni ici ni là. Il n'est nulle part ou partout. Il est difficile de dire où il est. Il n'a pas de position dans le temps. Il n'est pas créé à un moment. Il est tout simplement pensé. Il est conceptualisé. Et là, on va entrer justement dans Swalakshana et Samanya Lakshana, donc les phénomènes spécifiquement caractérisés et les phénomènes généralement caractérisés. Donc, comme on l'a dit une fois précédente, Swalakshana, c'est très important à comprendre puisque c'est la cible de Aryanagarjuna, c'est la cible du Prasangika. Donc on va le voir par rapport à la définition justement de ces deux trucs-là. Donc les maîtres Dharmakirti et Dignaga parlent probablement parfois des deux vérités. Ils en parlent parce que dans certaines citations, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, ce qui a la capacité d'opérer une fonction existe véritablement, elle existe ultimement. Et donc on sous-entend qu'il parle d'une vérité ultime. Ok. Il préfère une autre classification que l'on appelle en sanskrit Swalakshana et Samanya Lakshana. Et en tibétain, Ranzen et Chitzen. C'est pas Tizen, c'est Chitzen. Chi, ça veut dire général. Chitzen. Chitzen. Ça peut être TS au lieu de TZ, mais après, c'est pas très grave. C'est une transcription. Chitzen. Ranzen, Chitzen. D'ailleurs, c'est ce que dit exactement Dharmakirti dans le même passage. Il dit Ranchitseni She. Les deux sont expliqués comme étant des phénomènes spécifiquement caractérisés et généralement caractérisés. Donc, Swalakshana, c'est les phénomènes qui ont leurs propres caractéristiques. Donc, comme on l'a dit, les trois caractéristiques spécifiques, le temps, la localisation et la nature. Alors que Samanya Lakshana, c'est les phénomènes qui ont une caractéristique générale, qui sont généralement caractérisés. Swalakshana, c'est ce qui a une caractéristique propre, ce qui est réel, ce qui est effectif sur le plan de la causalité. Par conséquent, plutôt que de parler des deux vérités, on va parler de ce qui est réel, Swalakshana, et de ce qui n'est pas réel, qui est fictif, qui n'existe que de façon conceptuelle, Samanya Lakshana. Donc ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses, en fait, cette distinction ici entre ces deux types de phénomènes. Nous avons ici plusieurs termes équivalents que nous avons déjà vus. Impermanence, chose, Swalakshana, ou phénomène existant en raison de ses caractéristiques propres. On a également vérité ultime, que l'on va donner pour le moment comme équivalent à ces trois autres termes. Donc vous avez dans la colonne, une colonne à gauche, impermanent, chose, Swalakshana, vérité ultime. En fait, c'est tout ce que vous avez dans les bases établies. Vous avez vu dans les bases établies, quand on étudie les débats, on a donc les existants, la colonne des existants, et au sein de cette généralité existante, il y a tous les phénomènes équivalents avec chose. Vérité ultime, phénomène manifeste, etc. etc. On pourrait le voir d'ailleurs ici. Je vais vous montrer ça. C'est pas là-dessus. Ok. Dans les bases établies, on va voir tout ça. Ok. On prend justement les équivalents par rapport à tout ça. Ok, Dura. Voilà, base établie. Parfait. Vous voyez le... Non, on n'a pas le partage. Ok, On n'a rien. d'accord. Très bien. Donc ici, base établie. Vous voyez? Oui, oui. Ouais, très bien. Base établie. Et vous avez en dessous, vous avez tout ce qui est équivalent avec chose, chose, impermanent, produit, composé, cause, effet, vérité ultime, phénomène spécifiquement caractérisé, phénomène manifeste. Donc c'est exactement ce qu'il est en train de dire là. Tout ça, c'est équivalent du point de vue Sutrantika qui suit le raisonnement, interprété par les Gelugpa. Donc si c'est composé, c'est causalement composé, c'est nécessairement une cause,
c'est nécessairement un effet. C'est une vérité ultime parce que c'est l'objet apparent d'une conscience ultime, une perception directe, un phénomène spécifiquement caractérisé, donc caractérisé selon ces trois caractéristiques, le temps, la localisation et l'entité, et un phénomène manifeste. C'est exactement ça, explicitement réalisé par une cognition valide directe, une perception directe, une cognition ultime, une conscience ultime. Ouais, ça vous parle? Génial. Donc ça explique tout ça, pourquoi dans le Yongzin Dura, on retrouve ces équivalents, exactement parce que c'est sur la base de cette interprétation de Acharya Dharmakirti. Ouais, génial. Ok. Donc ça, c'est la colonne de gauche. Et la colonne de droite, ben, c'est tous les opposés, en fait. On a aussi 4 autres termes qui sont équivalents, donc permanent, phénomène qui est une non-chose, samanya lakshana, ou phénomène qui n'ont qu'une caractéristique universelle ou générale, ou on peut dire les phénomènes généralement caractérisés, c'est la traduction habituelle, et en dernier lieu, vérité conventionnelle. Très bien. Quelle est la définition de l'impermanence? Donc ça, vous connaissez par cœur. Phénomène qui change d'instant en instant. Exactement. On peut dire instantané. Instantané. Est-ce qu'on a besoin de rajouter phénomène? Est-ce qu'on a besoin de rajouter phénomène instantané? Question. Alors pour Jordan, non. Je crois pas que je sais pas pourquoi. Alors, pour Rachel, non, il n'y a pas besoin. Non, on n'a pas besoin. Et pour Christine non plus. Que dit Christine Bourdon? Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin non plus. Bernard, Dominique, qui est-ce qu'on a d'autres? On a d'autres personnes? Je le vois. On a qui d'autre? On a Il y a- Damien. Ah, on a Il y a l'onglet aussi. Damien, il y a Damien. Il est Ouais, là. très bien. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que quand on dit la définition d'impermanent, on dit instantané ou momentané? Est-ce qu'on a dit, on a besoin de dire phénomène instantané ou phénomène impermanent? Non. Non, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que tout Parce ce qui que est c'est impermanent- déjà inclus dans, Voilà. Pardon. Oui, parce que c'est déjà inclus. c'est déjà inclus dans la définition. On parle déjà d'un existant, donc c'est obligé que ce soit déjà un phénomène. Alors, c'est très proche, en effet. Ça veut dire que si c'est instantané, si ça change d'instant en instant, est-ce que ça pourrait être un non-existant? Est-ce qu'un non-existant pourrait changer Non, d'instant en instant? Non. non. En effet. Non. Donc, si ça change d'instant en instant, c'est nécessairement un existant. Vous êtes d'accord? On Oui. pourrait dire, si ça a une couleur bleue, c'est nécessairement un existant. Ouais. Exactement. Il n'y a aucun non-existant qui possède une couleur bleue. Il n'y a il y a aucun non-existant qui pourrait changer d'instant en instant. Aucun non-existant qui aurait une forme, etc., etc. Ouais. Donc, pour changer d'instant en instant, ça implique l'existence nécessairement. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc, A si on priori. C'est logique. Et c'est logique, exactement. Donc, si on dit chose, c'est quoi la définition de chose? Capable d'opérer une fonction? Capable d'opérer une fonction. Waouh, génial. Est-ce qu'il faudrait dire un phénomène capable d'opérer une fonction ou Non. pas? Est-ce qu'on a besoin? Non plus. Non. Non plus. Exactement. Parce que ce qui est capable d'opérer une fonction existe nécessairement. Une corne de lapin n'a la capacité d'opérer aucune fonction. Ouais. Génial. Très bien. Donc, on va. Ouais, vas-y. Je suis plus très au clair du coup avec la définition de phénomène. Alors, Ça m'a embrouillé. la définition des phénomènes, c'est quoi? Existant. C'est un équivalent existant. Mais la définition de phénomène, c'est ce qui détient sa propre entité. Bien, sa propre entité, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une nature quelque part. Il faut que ce soit quelque chose de mesurable, de connaissable, etc. Il détient sa propre entité. Existant. Et existant, c'est quoi? C'est la définition d'existence, c'est quoi? La définition d'existant, ce qui est perçu par une cognition valide. Voilà, exactement. Observé par une cognition valide. Observé par une cognition valide. Très bien, excellent. Donc justement, on va voir ça aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il va parler aussi des négations.
On a encore du temps, ouais, super, très bien. Donc la définition d'impermanent, c'était quoi? Instantané. Instantané, génial. La définition du phénomène impermanent, c'est ce qui est momentané, en effet. Un momentané, instantané, c'est pareil, Kechigma en tibétain, ou Chanika en sanskrit. La définition de la chose est ce qui fonctionne, en effet, ce qui a la capacité de fonctionner, la capacité d'opérer une fonction, de Njenupa, ou Artakriya, comme on l'a dit précédemment. C'est la Artakriya Shakti. C'est la capacité de fonctionner qui définit la chose. Je n'ai pas encore donné la définition de Swalakshana. Donc ça, il va en parler. Je l'ai expliqué, mais je n'ai pas donné la définition. Swalakshana est ce qui a une nature propre au plan de la spatialité, de la temporalité et de la forme. Donc il a dit la forme, mais comme on a dit, la conscience n'a pas de forme. Donc c'est et de l'entité, la nature elle-même. Ngogo, Ngogo Majjepa. Dans la tradition Gelugpa, on ne définit pas Swalakshana de cette façon, avec ces trois caractéristiques, bien qu'on les garde à l'esprit, bien sûr. Quand on parle d'un Swalakshana, on garde ces trois caractéristiques à l'esprit. Mais ces trois caractéristiques ne font pas partie de la définition, en fait. Mais comme ce qui n'est pas imputé, ce qui existe réellement, sans avoir besoin d'être imputé par une conscience conceptuelle. C'est ça la définition. Ce qui existe réellement sans devoir être imputé par une conscience conceptuelle. On va regarder ça. Partage d'écran. OK. Donc ici, on l'a, phénomène spécifiquement caractérisé. C'est la définition donnée par Paul Butchog ici. Phénomène établi par ses propres caractéristiques, sans être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. Donc il faut que ça existe par ses propres caractéristiques. Donc on a quand même cette notion-là à l'esprit. Il existe par ses propres caractéristiques. Et il existe sans devoir être imputé, simplement imputé par un terme, une conscience conceptuelle. C'est-à-dire qu'il existe de son propre côté, la table, elle vit sa vie de table de son propre côté, sans que nous y soyons pour quelque chose. Ouais. On peut dire que l'existence de la table nécessite une cognition valide, puisque comme on l'a dit, existence est observée par une cognition valide. Ouais. Donc, pour dire est-ce qu'une table existe ou pas, il y a un micro qui est un peu fort. Pour dire qu'une table existe ou pas, on est obligé de dire bah, elle est connue par une conscience. Si personne ne connaissait de table, on pourrait dire les tables n'existent pas. Si même les Bouddhas ne connaissaient aucune table, les tables n'existeraient pas. Mais si elles sont les objets de conscience, des consciences ordinaires ou des consciences omniscientes, c'est-à-dire qu'elles existent. Donc le statut d'existant de la table nécessite une cognition valide, nécessite un sujet qui l'appréhende. Par contre, l'entité de la table, en tant que phénomène spécifiquement caractérisé ou généralement caractérisé, là, ça va dépendre de est-ce qu'on l'impute par une conscience conceptuelle ou pas. C'est-à-dire que la table, comme un phénomène impermanent, elle n'a pas besoin d'être simplement imputée par un terme, une conscience conceptuelle. Elle vit sa vie de table de son propre côté. Elle a une existence par ses propres caractéristiques. Ouais, ça vous parle toujours? Très bien. Alors bien sûr, il y a d'autres définitions qui sont données. Par exemple, Keruje donne une définition, Chankya Rinpoche donne une définition. Presque chaque maître dans la tradition Gelugpa va donner une définition d'un phénomène spécifiquement caractérisé. Mais si vous regardez, vous comparez ces définitions-là, vous verrez qu'il y a extrêmement de similitudes. On pourrait dire qu'elles sont équivalentes. Très bien. Et donc, contrairement à ça, un phénomène généralement caractérisé existe au travers d'une simple imputation. C'est ce qu'on voit dans la suite, dans les phénomènes permanents, ici. Phénomène généralement caractérisé, phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas spécifiquement caractérisé. Jatog et Tarsam Yingi Ransen do Majupeche. Donc un phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas spécifiquement caractérisé. Donc en fait, comme l'avait expliqué Geshe Gensen quand on avait étudié Dura en 2017, il avait dit que pour Yongzim-Pur Buchok, il ne dit pas qu'un phénomène généralement caractérisé n'existerait pas par ses propres caractéristiques. Il dit simplement n'est pas spécifiquement caractérisé. Parce qu'en fait, pour les Sautrantika, tout ce qui existe, et même pour toutes les écoles,
autre que Prasangika, tout ce qui existe, existe par ses propres caractéristiques. Même les phénomènes permanents, c'est ça le problème. C'est-à-dire que ça existe par ses propres caractéristiques, ça a une existence inhérente. Exister par ses propres caractéristiques, ça veut dire avoir une existence inhérente. Et il n'y a que les Prasangika qui réfutent l'existence inhérente. Ouais, très bien. Ok. Donc, ici, un phénomène généralement caractérisé, c'est un phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. C'est-à-dire que sans la conscience conceptuelle, ce phénomène serait un non-existant, en fait. Donc, son entité même dépend d'une conscience conceptuelle. Ça ne veut pas dire qu'un phénomène permanent soit nécessairement une généralité de sens. Ça veut dire qu'un phénomène permanent a besoin d'une généralité de sens pour être appréhendé par une conscience conceptuelle. Ouais. Bon, on va y revenir. Là, c'est un petit peu compliqué, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Très bien. Donc, phénomène spécifiquement caractérisé, établi par ses propres caractéristiques sans être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle, eh ben, c'est l'exact opposé d'un phénomène généralement caractérisé. Et donc, si on comprend ce que ça veut dire, à ce moment-là, on comprend que c'est la cible de Arya Nagarjuna. Quand il dit que rien ne peut être trouvé à l'issue d'une analyse ultime, c'est-à-dire rien qui aurait ses propres caractéristiques ne peut être trouvé. Il n'y a aucune existence inhérente qui puisse être trouvée. Et donc ça, justement, les phénomènes spécifiquement caractérisés, ils illustrent parfaitement l'existence inhérente. Donc si on comprend bien ce que disent les Sautrantika de ce point de vue-là, on aura une cible extrêmement claire à l'esprit. C'est comme dans n'importe quel cas, hein, si vous faites du tir à l'arc ou si vous faites, je sais pas moi, si vous faites du tir à l'arc, si la cible n'est pas très bien dessinée sur le décor, sur le paysage, ça peut être un petit peu dangereux, parce qu'on va tirer dans tous les sens, sans vraiment toucher la cible. On touchera tout le reste sauf la cible, par exemple. Alors que si la cible est très bien démarquée, c'est pour ça qu'elle est souvent très colorée d'ailleurs, hein, elle est colorée, il y a des bandes blanches et noires, etc., pour que ça se démarque parfaitement par rapport au reste du décor. Et donc si on a la cible parfaitement à l'esprit, on peut tirer dedans, tout simplement. Et là, c'est pareil. Si on comprend bien les Sautrantika qui suivent le raisonnement et surtout cet aspect ici des phénomènes spécifiquement caractérisés, à ce moment-là, notre cible va être extrêmement bien lumineuse. Elle va être faite de néons, lumineux, clignotants, etc. On ne pourra pas la louper. OK? Ok. Très bien. Donc, on va continuer. On va continuer sur ce qu'il est en train de dire. OK. OK, donc on l'a dit, donc cette façon, mais comme ce qui n'est pas imputé, ce qui existe réellement sans avoir besoin d'être imputé par une conscience conceptuelle. Ok, je répète, soit l'akshana est ce qui existe réellement sans avoir besoin d'être imputé par une conscience conceptuelle. Donc c'est ce qui existe par ses propres caractéristiques sans devoir être imputé par une conscience conceptuelle ou un terme. Dratok en tibétain. Très bien. La marque de ce réel, c'est qu'un phénomène existe en raison de sa nature propre, qui n'est pas seulement une création conceptuelle. La définition de la vérité ultime, c'est ce qui peut fonctionner de manière ultime. Ici, de manière ultime signifie simplement réellement. Donc ce qui peut fonctionner et ce qui peut fonctionner de manière ultime, c'est la même chose. Car fonctionner veut dire fonctionner réellement. Ouais. Donc pour les Sautrantika, dès que c'est impermanent, ça a une existence réelle, c'est du concret, c'est du solide, alors que les permanents sont des sous-existants. Les permanents sont utiles, sont des fictions utiles, mais sont des sous-existants. Et comme c'est des sous-existants, on arrive à comprendre qu'on n'est pas très, comment dire, on n'est pas totalement crispé sur les sous-existants. Ils existent, ouais, mais pas de manière aussi solide que les impermanents. Et donc, on se décrispe par rapport aux permanents. Et donc ça va être utile pour les prasangika. On verra que tout ce qui existe existe au travers d'une simple imputation conceptuelle. Exactement comme les phénomènes généralement caractérisés des Sautrantika. Eux, pour l'instant, ils ne parlent pas du tout de désignation. En fait, ils parlent d'imputation, de désignation, en effet, tout à fait. Mais pas au niveau le plus subtil, Voilà. tel que les prasangika l'emploient. Ils vont dire que, comme on l'a dit, un phénomène généralement caractérisé, c'est un phénomène qui existe au travers d'une simple imputation conceptuelle. Ici, un phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas spécifiquement caractérisé.
Donc si on ne mettait pas simplement imputé, si on disait un phénomène imputé par un terme ou une conscience conceptuelle, quelle est la définition d'une personne? Un jeu imputé sur toute ou partie des agrégats. Un jeu imputé sur toute ou partie des agrégats. Un jeu imputé, un phénomène imputé. Pour les Sautrantika, tous les composés non associés, tous les impermanents qui ne sont ni forme ni conscience, sont des phénomènes imputés. Mais ils peuvent être impermanents. Et d'ailleurs, les phénomènes composés non associés sont nécessairement impermanents. Hmm. Puisque c'est des impermanents qui ne sont ni forme ni conscience. Donc c'est des phénomènes imputés, mais ce n'est pas des phénomènes simplement imputés. Parce que les phénomènes simplement imputés pour les Sautrantika, c'est que les permanents. D'accord. Simplement imputés. Ouais. Donc un phénomène imputé, ça peut être un... Oui, est-ce que ça peut être un permanent? Est-ce que ça peut être un phénomène permanent si on dit simplement phénomène imputé? On pourrait dire oui à la rigueur. On pourrait dire oui. Parce que si c'est un phénomène simplement imputé, c'est un phénomène imputé. Donc, en effet. Donc ça veut dire qu'un phénomène imputé peut être permanent comme étant impermanent. Et donc les phénomènes composés non associés, le temps, la personne, etc., sont des phénomènes imputés qui sont impermanents. Et les permanents sont des phénomènes imputés, mais en plus de ça, ils sont simplement imputés. Ça veut dire que sans l'imputation, ils n'existeraient pas. Mhm. Ça vous parle toujours? Ouais. Ouais? À tout le monde? On dit ça parce qu'ils ont des Génial. caractéristiques générales. Exactement, ils ont des caractéristiques générales. Ça veut dire que quand on pense... Simple imputation. Exactement, c'est une simple imputation. C'est des phénomènes généralement caractérisés, les phénomènes permanents. Par exemple, l'espace incomposé. L'espace incomposé, le non-soi, la généralité existant, tout ça c'est permanent. Tout ça c'est permanent. Et donc, si c'est permanent, ça n'a pas une réalité concrète, solide, etc. Ça n'existe qu'au travers d'une simple imputation. Ouais, ça vous parle toujours? Mhm. Ouais, génial. De toute façon, dans la suite du chapitre, il va éclaircir un petit peu tout ça. Là, c'est juste une présentation. Très bien. Donc, quelle est la définition de permanent? Qui ne change pas d'instant en instant. Phénomène existant. Qui ne change pas d'instant en instant. Donc, c'est ce que dit l'étudiant, ce qui n'est pas momentané. Et donc, Geshe Dreyfus arrive avec sa conséquence. Il s'ensuivrait que les cornes du lièvre sont permanentes. Ah non, c'est pas vrai ça. Le C'est phénomène existant ne change pas d'instant en instant. Oui, Rachel? Phénomène existant qui ne change pas d'instant en instant. Exactement. On peut dire phénomène ou existant, parce qu'il y a un phénomène Oui, existant, oui. existant, Et en effet. Oui, il faut rajouter le phénomène en fait. Voilà. Ou dire existant, oui. L'un ou l'autre, soit existant, soit phénomène, en effet. Ça. Exactement, un phénomène non momentané, ou une base commune entre phénomène et non instantané. Exactement, une base commune entre phénomène et non instantané, ou un phénomène non momentané, comme vous voulez, c'est pareil. Dans Kejima Maimbeshi Tumba en tibétain, donc c'est la définition donnée par Paul Butchok, mais dans d'autres dura, on trouve d'autres définitions qui sont plus simples, on dit simplement phénomène non instantané. Et donc, en effet, l'étudiant corrobore cela, page 49, et dit il faut que ce soit un existant. Oui, sinon, votre définition ne marche pas. C'est ce qui est existant ou ce qui est phénomène et qui n'est pas momentané. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Quelle est la définition de non-chose ou de phénomène qui est une non-chose? C'est un phénomène qui ne fonctionne pas. C'est cela. Si on dit c'est ce qui ne fonctionne pas, une corne de lapin, est-ce qu'elle fonctionne ou pas? Non. Non. Et donc, ça voudrait dire qu'une corne de lapin serait un phénomène qui est une non-chose. Mhm. Ouais. Une corne de lapin n'est pas un phénomène. Donc, une corne de lapin n'est pas un phénomène qui est une non-chose. Ouais. D'accord. Par contre, est-ce qu'on a le droit de parler des non-choses? Oui. Est-ce qu'une corne de lapin est une non-chose? Oui, Oui, exactement. Pourquoi? ça n'existe Ça pas. n'existe pas. Oui, Pas de fonction. exactement. Ça n'existe pas, n'a pas de Ça ne fonction. perd pas de fonction. Exactement, tout à fait. Comme ça n'existe pas, ça ne peut pas avoir de fonction. Et si ça n'a pas de fonction, c'est une non-chose. Donc, si on dit non-chose, ça englobe non seulement les permanents, mais ça englobe aussi les non-existants. Ouais. Vous êtes d'accord? Génial, waouh! Alors là, c'est magnifique. Excellent, excellent.
C'est cela. Pourquoi cela doit-il être un phénomène? Pour différencier les phénomènes non-choses des non-phénomènes. C'est-à-dire que ce qui est complètement non existant, comme les cornes du lièvre, etc. Quelle est la définition de Samanya Lakshana? Donc, un phénomène qui n'existe pas réellement, mais qui n'existe qu'en tant qu'imputation par la conscience conceptuelle. Donc, c'est pareil que ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez toujours le partage d'écran? Oui. Ouais, ok. Oui. Phénomène généralement caractérisé. La définition donnée par Yonzin Paul Butchok, phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas spécifiquement caractérisé. Donc, comme on l'a dit, il ne dit pas qu'il n'existe pas par ses propres caractéristiques. Ça, il ne le dit pas parce que tout ce qui existe pour les Authentica existe par ses propres caractéristiques, existe de manière inhérente. Mais il dit simplement qu'il n'est pas spécifiquement caractérisé pour dire, bah, vu que c'est un phénomène généralement caractérisé, c'est pas un phénomène spécifiquement caractérisé, tout simplement. Vu que c'est un phénomène permanent, c'est nécessairement pas un phénomène impermanent. Ouais. Et donc, non seulement c'est pas un phénomène impermanent, mais en plus, ce phénomène n'existe qu'au travers d'une simple imputation. Simplement imputé. Jatog et tabatsam. Donc, simplement imputé. Et donc, ça ressemble beaucoup au prasangika, parce que pour les prasangika, tout ce qui existe n'existe qu'au travers d'une simple imputation. Sauf que pour les prasangika, ça va être différent. Quand on dit simplement imputé, le terme simple, C'est non inhérent. exactement, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver le phénomène imputé dans sa base d'imputation. C'est ça que ça veut dire. Simplement imputé. Pour les prasangika, c'est-à-dire que si on cherche la table dans ses parties, on ne la trouvera pas. La table n'est pas un pied de table, la table n'est pas un autre pied de table, la table n'est pas un plateau de table, etc. La table ne peut pas être trouvée comme étant tout ou partie de sa base d'imputation. C'est-à-dire que même la configuration, même la collection des parties, etc., ne sont pas la table pour les prasangika. La table existe, mais elle ne peut pas être trouvée dans sa base d'imputation. Comme elle ne peut pas être trouvée dans sa base d'imputation et qu'elle existe pourtant, elle n'existe qu'au travers d'une simple imputation en dépendance de cette base d'imputation. Ouais. Donc ça, c'est vraiment caractéristique des prasangika. Simplement imputé. C'est ce que ça veut dire chez les prasangika. Mais ici, chez les Sutrantika, ça veut dire permanent. Un phénomène simplement imputé, c'est un phénomène permanent. Ouais. Alors qu'un phénomène imputé, ça ne veut pas dire nécessairement Permanent. Ça veut dire un phénomène qui n'est pas substantiel, un phénomène qui peut être réalisé en dépendance d'autres choses. C'est ça un phénomène imputé. Un facteur composé non associé comme le temps est impermanent. Comment est-ce qu'on fait pour percevoir le temps? On regarde une montre. Mais une montre n'est pas le temps. Donc on a besoin de percevoir une montre, quelque chose qui n'est pas le temps, pour voir le temps. C'est-à-dire que le temps est un phénomène imputé, n'est pas un phénomène substantiel. Alors que la montre est un phénomène substantiel. Ouais? Oui, oui. Génial. Oui. Excellent. Super. Mais le temps n'est pas un phénomène simplement imputé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas permanent. Exactement, exactement. Génial. Le temps est impermanent, donc ce n'est pas un phénomène simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. Ouais? Waouh! Alors là, bravo, bravo. Il nous reste 2 minutes. Très bien. Ok. Un phénomène qui n'existe pas réellement, mais qui n'existe qu'en tant qu'imputation par la conscience conceptuelle. Un étudiant, il dit, qu'est-ce qu'on appelle généralité? Alors là, c'est la question à 1 milliard. C'est un phénomène qui existe en raison d'une caractéristique générale. Le fait de savoir si c'est une généralité ou pas est un sujet de débat. D'ailleurs, il a composé Recognizing Reality, un livre entier pour essayer de décrire ce que les épistémologues hindous, bouddhistes, considèrent comme étant une généralité. Donc c'est très très complexe, très difficile, mais c'est un Agatha Christie épistémologique. C'est magnifique ce livre. Il est vraiment génial. Ok. Donc Samanya Lakshana est défini comme ce qui n'existe pas réellement et n'existe qu'en tant qu'imputation par la conscience conceptuelle. Ouais. Oui. Génial. Il nous reste à définir la vérité conventionnelle. C'est ce qui ne fonctionne pas de façon ultime. Donc c'est ce qu'on a ici, juste au-dessus, sur le texte. La vérité conventionnelle, phénomène incapable d'opérer ultimement une fonction. Ouais, très bien. En anglais, si vous lisez des traductions anglaises, vous verrez qu'ils disent un phénomène ultimement incapable d'opérer une fonction. Mais en fait, ultimement est associé à l'opération de la fonction, au fait de fonctionner, n'est pas associé à la capacité
ou l'incapacité. Ultimement, l'adverbe ultimement est associé à la fonction, en fait, à la possibilité d'opérer une fonction, pas, pardon, au fait d'opérer une fonction, pas à la possibilité elle-même, pas à la capacité elle-même. Mais ça, c'est juste un détail. Donc, un phénomène incapable d'opérer ultimement une fonction, ou un phénomène incapable de fonctionner ultimement, c'est pareil. Ouais, très bien. Donc, Swalakshana peut être conçu ou caractérisé comme étant réel, c'est-à-dire comme fonctionnant, comme ayant la capacité d'avoir un effet. C'est également ce qui existe. Donc, c'est ce qui existe vraiment, en fait. Parce que les permanents existent aussi, mais sont des sous-existants, comme on l'a dit. Dharmakirti dit « ce qui apparaît de façon propre existe de manière ultime ». Exactement. Ouais. C'est donc ce qui existe de façon propre, par ses propres caractéristiques. Exactement. Il dit pour l'instant, on laisse de côté la vérité ultime qui en fait est équivalente au Swalakshana. Et on parle uniquement du Swalakshana lui-même. Également, le Swalakshana, c'est ce qui est l'objet de la perception et qui n'est pas l'objet, ou au moins l'objet direct de la conception et du langage. Donc quand on parle de l'objet direct, ici on parle de l'objet apparent. Nahul en tibétain. L'objet apparent. Cela veut dire qu'il nous faut ici faire une différence importante entre la perception et la conception. Ça, c'est l'entreprise majeure d'Acharya Dharmakirti, c'est d'expliquer cela. Jusqu'à présent, chez les Vaibhashika, perception et conception n'étaient pas réellement séparées, n'étaient pas distinguées. Et de même, dans la plupart des écoles, il n'y a pas de distinction fondamentale entre la perception et la conception. Ce qu'on appelle ici en sanskrit pratyaksha et en tibétain ngönsum, il y a un tréma sur le haut, ngönsum, c'est par exemple la perception que j'ai du micro. C'est une perception parce qu'elle perçoit les choses sans faire intervenir des concepts. Donc ça, on l'avait dit, une perception, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. La perception est définie comme la conscience ou la cognition qui est libre de conscience conceptuelle, qui est séparée, qui est sans conscience conceptuelle et qui est correcte, ou plutôt qui est non erronée. Voilà, qui est non erronée. Donc la perception est définie comme une conscience qui est sans concept et non erronée, donc dénuée de conceptualisation, libre de conceptualisation. Donc on essaiera de voir des débats prochainement par rapport à ce que veut dire libre de conceptualiser, parce que si on dit simplement sans concept, ça ne veut pas nécessairement dire libre de conceptualisation, mais ça c'est juste pour les addicts au débat comme moi. Combien y a-t-il de perceptions? Il y a 4 sortes de perceptions directes: sensorielle, mentale, yogique et auto-perceptive, ou auto-cognitive, auto-perception. Ça, c'est chez les Sautrantika. Parce que chez les Vaibhashika, il y en a une qui est enlevée. C'est laquelle? L'autocognition. Exactement. Chez les Vaibhashika, il n'y avait pas l'autocognition. Exactement. Et donc, pour l'instant, on va s'occuper seulement de la perception directe sensorielle, car lorsqu'on parle de Swalakshana, c'est d'abord de cela qu'on parle. C'est surtout ça qui nous occupe, en fait. C'est comment est-ce qu'on est capable de trouver une boulangerie dans une rue, comment est-ce qu'on est capable de trouver son coussin de méditation, etc. Il faut avoir quelque chose d'assez pragmatique, en fait. Comment est-ce qu'on s'en sort dans la réalité? Donc, le Swalakshana est l'objet direct de la perception, l'objet apparent de la perception. Ouais. Très bien. Parce que on pourrait trouver des permanents, des phénomènes généralement caractérisés qui sont des objets des perceptions. Vous êtes d'accord ou pas? L'absence de quelque chose, par exemple. Ah, l'absence de quelque chose. Waouh. Si par exemple, on vous demande, tiens, est-ce que tu as mis la table, etc. Vous allez dire, oui, j'ai mis la table. Et on va vous dire, bah, t'as pas mis le sel. Comment est-ce que la personne peut le savoir? Parce que l'absence de sel, c'est pas un phénomène impermanent. Comment est-ce que la personne peut voir un phénomène permanent tel qu'une absence? Par déduction. Par déduction. Donc ce serait un raisonnement. Non. Ce serait un raisonnement, ce serait une inférence. Ce serait, il s'ensuit qu'il n'y a pas de sel sur la table parce que, etc. Il y aurait un raisonnement. Parce qu'elle ne le voit pas directement. Parce qu'elle ne le voit pas directement. Donc ça veut dire qu'elle voit une absence directement. Ouais. Oui, il faut bien de recherche pour savoir si ça y est, intellectuellement, elle en a besoin, elle le cherche, elle ne le voit pas. Mais il faut bien qu'il y ait eu ce travail intellectuel de se dire, ah ben, est-ce qu'il est là, le sel? Même si c'est sous-jacent.
C'est intéressant, en effet, c'est intéressant. Il faut qu'il y ait quelque chose d'intellectuel, il faut qu'il y ait quelque chose de conceptuel. Si par exemple vous regardez cette table en face de vous, tiens, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas, c'est pas grave. C'est une table orange. Où vous avez la table qui est en face de vous. Vous avez nécessairement un ordinateur posé sur une table quelque part en face de vous. Ouais, très bien. Euh, ok. Cette table, vous la voyez. Très bien. Si par la suite on vous demande, ok, qu'est-ce qu'il y avait sur cette table? C'est facile. Si par exemple vous avez un stylo sur la table, le stylo vous le voyez directement. C'est facile. On peut vous demander quelle était la couleur de la table. C'est facile, vous le voyez directement. Maintenant, si on vous demande que n'y avait-il pas sur cette table? Et là, la liste pourrait être très longue. Ah oui, plein de choses. Il y avait plein de choses. Tous les existants. C'est ça. Oui, on procède par exclusion. Oui. Ouais. On procède par exclusion. Et comment on sait qu'il n'y avait pas un tigre, un éléphant, une rose, un bol de lait ou je ne sais quoi? Comment est-ce qu'on le sait qu'il n'y avait pas tout ça? Est-ce qu'on le voyait? Par la perception visuelle. Non, parce qu'on dit le stylo, c'est un non-stylo. Ah! Alors, qu'est-ce que tu disais, Dominique? Je disais, le stylo qui est sur la table, on le reconnaît comme un non-stylo. Exactement. Donc là, ça nécessite de comprendre les exclusions. Ok. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler aujourd'hui, mais on essaiera de le voir par la suite. Par exemple, simplement quelque chose d'assez simple. Vous allez dans la rue, vous allez dans la rue à la Bastille, là, vous allez vers Lavore et tout, et quelqu'un vous demande, tiens, est-ce qu'il y a un banc sur sur le bord de cette route? Parce que bah, c'est un long chemin, on a besoin de se reposer, etc. Est-ce qu'au moment où vous baladez sur cette route, est-ce que vous voyez un non-banc? L'absence d'un banc? Oui, pour Jordan, on voyait l'absence d'un banc. Si on y a réfléchi, s'il y a eu un peu de conception. Ah, si on y a réfléchi, s'il y a eu un peu de conception. Mais si, par exemple, on ne s'attendait pas à ce que la personne nous pose la question, est-ce qu'il y a un banc ou pas? Est-ce qu'on a vu un non-banc? L'absence de banc. Si on ne le voit pas. Ouais, si on le voit pas. Si on le voit pas. Si la personne nous demande après, est-ce qu'il y a un banc sur cette route ou pas? Est-ce qu'on est capable de le dire ou pas? Bah, si on réfléchit, si on sait qu'il y en a un, oui, on peut lui Non, dire. je n'ai pas Voilà. vu. Imaginons qu'il n'y en ait pas. Est-ce Si, qu'il y en j'en a ai pas? pas vu. Imaginons qu'il n'y en ait pas. Donc il n'y a pas de banc. Mais comment vous le savez qu'il n'y a pas de banc? Parce qu'on a réfléchi et on s'est Ah. souvenu du chemin et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Exactement. Donc, on a quand même besoin de réfléchir. On a quand même besoin de la conceptualisation. C'est-à-dire qu'on a besoin de chercher quelque chose. Si par exemple vous êtes à table, vous êtes tout un groupe, toute la famille presque, etc. Et que vous ne vous posez pas la question de qui est la personne qui manque à cette réunion. Eh ben, vous n'allez tout simplement pas réaliser son absence. Il faut se poser la question, tiens, est-ce que tout le monde est là, etc. Tiens, non, il manque un tel. Et là, vous avez la conception de cette personne, un tel. Et est-ce que vous voyez cette personne? Non. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin quand même d'une certaine conception. Mais ce n'est pas nécessairement une inférence, ce n'est pas nécessairement une déduction logique. C'est simplement qu'on cherche quelque chose et nos yeux nous disent, cette personne n'est pas là. Très bien. Mais avant qu'on se pose la question, si par exemple vous vous baladez sur cette route qui va à Lavore, etc., et vous ne vous posez pas du tout la question, est-ce qu'il y a un banc, est-ce qu'il y a un arrêt de bus, est-ce qu'il y a une boulangerie, etc., vous ne vous posez pas du tout la question. Mais si après on vous pose la question, est-ce qu'il y avait une boulangerie, est-ce qu'il y avait un banc, est-ce qu'il y avait un arrêt de bus, etc., vous allez dire non, il n'y avait pas tout ça. Mais au moment où vous étiez sur la rue, vous ne vous posiez pas cette question-là, vous n'aviez pas le concept à l'esprit. Malgré tout, comme dit Dominique, la route elle-même est une non-boulangerie. La route est un non-arrêt de bus. La route est un non-banc, etc., etc. Nécessairement, la route est l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. C'est ce qui nous permet ensuite de dire, OK, il n'y avait pas de sel sur la table, il n'y avait pas telle personne dans la pièce, il n'y avait pas ceci, cela, etc., etc. Ouais. Parce Oui, que c'est bon. Parce que d'emblée, on a eu une cognition valide, une perception directe de ce qui n'est pas cela, de ce qui n'est pas le sel, de ce qui n'est pas une table ou un banc, etc., etc. Ouais. Génial. Donc une absence de, on va pouvoir le mettre dans le Zweigactionnement.
Alors non, on pourra pas, l'absence elle-même, on ne pourra pas mettre dans le Swalakshana parce qu'une absence, c'est une négation non affirmative et donc c'est un phénomène permanent. Par contre, la table elle-même, la table est un non-cell. La table qui est un non-cell, la table qui est un non-banc, la route qui est un non-arrêt de bus, etc. Ces phénomènes-là sont bien impermanents. Et ces phénomènes-là sont bien des phénomènes spécifiquement caractérisés. On peut dire malgré tout que l'absence de sel sur la table est l'objet de notre perception visuelle. Et ce ne sera pas l'objet apparent, parce qu'elle ne va pas apparaître. Ça veut dire que notre esprit a la capacité de réaliser des phénomènes qui ne lui apparaissent pas. C'est ça qui est génial. Comme quand on fait un trait d'ironie, par exemple. Quand on a des potes avec qui on blague, etc., et qu'on dit quelque chose, mais la personne sait très bien qu'on est en train de blaguer, elle comprend le contraire de ce qu'on lui dit. Donc ça veut dire que explicitement, elle entend quelque chose, mais son esprit réalise quelque chose qui ne lui apparaît pas, quelque chose qui ne se manifeste pas à son esprit. Pour l'absence, c'est pareil. Notre conscience visuelle réalise l'absence de sel sur la table, mais elle ne le réalise pas de manière explicite. Donc ce n'est pas son objet apparent. C'est son objet de compréhension, son objet d'engagement. D'engagement? Exactement, son objet d'engagement. C'est ce que comprend cette conscience. Okay. Mais ce n'est pas son objet apparent, puisque l'absence ne peut pas apparaître. Ouais. Elle n'engendre pas d'aspect à la conscience directe. Bon, c'est difficile, mais on y reviendra, vous allez voir, c'est passionnant, ça montre vraiment comment les bouddhistes en particulier se sont posé la question, comment est-ce qu'on appréhende la réalité? Et c'est passionnant, et quand vous étudierez l'Auric l'année prochaine, c'est magnifique, ça explique beaucoup de choses, et c'est... Après, bien sûr, on gardera énormément de choses de ce qui est mentionné là pour les Prasangika. Les Prasangika vont garder beaucoup de choses, ils vont modifier quelques aspects, mais ils vont quand même garder beaucoup de choses, donc c'est pour ça que c'est très utile pour les comprendre aussi. En tout cas, merci beaucoup, on en est arrivé à la moitié de la page 50, ok, donc on reprendra tout ça la semaine prochaine, ok? Ok. Merci à tous. Okay. Merci Jinpa. Merci Jinpa, merci à tous. Merci beaucoup. Ciao, Bonne ciao. journée. Ciao, ciao. À 15h pour les débats.